Alors, je voudrais commencer par une statistique qui est que depuis le début de la crise sanitaire, environ 60% des patients ont renoncé aux soins ou annulé leur rendez-vous médical, ce qui est absolument énorme. Et face à ce défi de voir des médecins en chair et en os, beaucoup de patients se sont repliés sur les solutions numériques. On a vu que les actes de télémédecine ont été multipliés par 10. On a vu aussi que la vente d'objets connectés a sensiblement augmenté. Et donc à la question « et demain, qu'est-ce que l'on peut attendre ?» Je pense qu'une autre question, c'est de savoir est-ce que ces nouvelles pratiques, ces nouveaux recours aux outils numériques, c'est quelque chose qui a vocation à perdurer ou est-ce qu'on reviendra sur des modèles beaucoup plus traditionnels ? Alors, je n'ai pas de boule de cristal à vous proposer aujourd'hui, néanmoins, il y a des études qui ont été publiées sur le sujet. Et une étude qui est intéressante, elle a été publiée avant la crise sanitaire, montre que les patients sont relativement insatisfaits de leur système de santé. Et ce, sur plusieurs points. Il y a peut-être 2 points qui sont intéressants pour la discussion qu'on a aujourd'hui. Le premier, c'est qu'ils constatent une certaine difficulté à accéder aux lieux de prise en charge. C'est-à-dire que ce n'est pas pratique d'aller à l'hôpital, ce n'est pas pratique d'aller en cabinet de ville. Ils aimeraient que l'hôpital et le cabinet se déplacent chez eux, ou en tout cas là où ils se trouvent. Et le deuxième élément de cette étude, c'est que les patients estiment que la qualité du suivi en dehors des heures de consultation n'est pas optimale. En d'autres termes, les patients aimeraient être suivis en dehors des heures de consultation. Ils n'ont pas à aller chez le médecin pour bénéficier d'un suivi, ils aimeraient être suivis chez eux. Et donc en fait, ces 2 éléments montrent une tendance qui est beaucoup plus large, qui est celle de la délocalisation des soins auprès des patients, et en l'occurrence plutôt chez eux en ce moment. Et donc là, on se pose la question, est-ce que les outils dont on dispose aujourd'hui, les outils de suivi, les outils de soins à distance, vont pouvoir répondre à ces nouvelles attentes des patients ? Et c'est là que la question est intéressante. Et en fait, j'ai passé la dernière année qu'on a vécue en quasi-confinement à me poser cette question et à tester et à chercher différents outils numériques, différentes plateformes, différentes applications pour savoir finalement, en tant que patient, quand on est chez soi, de quel suivi est-ce qu'on peut bénéficier. Et donc j'ai appris un tas de choses que je voulais partager aujourd'hui. La première chose, c'est que les laboratoires de biologie médicale débarquent à la maison. En tant que patient, on peut faire un séquençage génétique, une étude du microbiome. On peut aussi faire un bilan sanguin complet depuis son canapé. Il faut juste envoyer un échantillon de sang, de salive, de sel ou autre fluide corporel à des sociétés qui sont spécialisées et qui vont pouvoir envoyer en quelques jours les résultats d'analyse avec des recommandations personnalisées, ce qu'on n'a pas forcément au laboratoire de biologie. Autre élément, les objets connectés. Aujourd'hui, on peut utiliser des objets connectés, on l'a vu pendant la crise sanitaire, pour suivre son état de santé, mais aussi pour anticiper des dégradations. L'exemple typique qui a fait un boom pendant la pandémie, c'est les oxymètres de pouls et les thermomètres connectés. Tout le monde en a acheté sur Amazon ou sur autre plateforme pour mesurer sa saturation en oxygène. Mais je pense aussi, par exemple, autour de mon poignet, j'ai un outil qui permet de faire des électrocardiogrammes. Et bientôt, Samsung annonce qu'ils vont également avoir des lecteurs de glycémie dans leur montre connectée qui va pouvoir lire la glycémie au travers de la peau sans devoir se piquer. Ça aussi, c'est extraordinaire. Et puis bien sûr, il y a toute la panoplie d'applications, d'assistants virtuels, d'objets connectés et autres chatbots que je ne mentionne même pas. Mais c'est vrai que quand on a une application qui permet de faire la télésurveillance du diabète ou du cancer et qu'en même temps on a aussi une tablette avec une thérapie digitale, on se dit qu'on a quand même une équipe médicale dans son salon. Et ça, c'est plutôt formidable. Alors, blague à part, c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à tous ces outils, on a quand même l'impression en tant que patient que finalement, on a une équipe médicale qui est prête à agir si jamais ça ne va pas et que même nous, on ne s'en rend pas compte parce que finalement, notre application va alerter le médecin et on va avoir un suivi permanent. Donc en fait, on a une certaine tranquillité d'esprit avec ces outils connectés. Et donc là encore se pose la question, et demain, qu'est-ce qu'on va faire pour revenir au titre de cette table ronde ? Alors demain, des choses absolument fascinantes. Demain, l'informatique quantique va pouvoir, grâce aux incroyables puissances de calcul, prédire comment une protéine va interagir avec une molécule dans le cadre du drug design. Demain, on l'a vu dans les études cliniques, on aura presque plus de patients, on aura des essais in silico, on aura des bras synthétiques, on aura des jumeaux numériques. Demain également, on va avoir des patients qui ne vont plus devoir se déplacer pour recevoir des soins, mais des soins qui vont venir aux patients.
Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que les attentes des patients vis-à-vis de ces soins évoluent. Ils veulent une meilleure expérience utilisateur, comme on a dans les applications numériques, on aimerait avoir la même en santé. Ils veulent aussi des thérapies qui soient personnalisées et ils veulent aussi un respect de leur vie privée, et ça c'est important. Et demain aussi, on pourra peut-être se dire qu'avoir à traiter une maladie, c'est presque un échec. Parce que finalement, on aura suffisamment de données et suffisamment d'éléments pour pouvoir prédire ces maladies et ne plus avoir à les traiter. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, mais Elon Musk développe une puce qui s'appelle Neuralink, qui a pour vocation à être implantée dans le cerveau pour détecter tout signe précoce de neurodégénérescence. C'est absolument formidable. Et donc le monde de demain, on voit que c'est un monde où on allie l'humain, la science et la technologie. Et c'est absolument formidable, mais ça fait aussi un petit peu peur. Parce que là, quand j'explique ces choses-là, je vois des gros yeux en me disant on va mettre une puce dans le cerveau, c'est pas vraiment mon délire. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Et quand on réfléchit à ce qui fait peur aux patients, il y a des études qui le montrent. Ce qui inquiète les patients vis-à-vis du numérique, c'est avant tout la protection de leur vie privée. Et ça peut paraître fou de se dire que parmi toutes ces innovations et toutes ces technologies un peu folles, ce qui les préoccupe, c'est la vie privée. Mais en fait, c'est ça. C'est la protection de leurs données personnelles. Et aujourd'hui, pour en revenir sur les notions de confiance et de cybersécurité, on a toute une panoplie de technologies qu'on appelle les technologies de protection de la vie privée, qui sont justement là pour protéger la confidentialité, la sécurité et l'intégrité des données personnelles. Et il y en a une en particulier dont j'aimerais vous parler, mais avant de vous la dire, j'aimerais revenir un petit peu sur son histoire parce qu'elle est assez intéressante. On est en septembre 1992. Et un ancien ingénieur d'Intel, Tim May, convoque ses amis informaticiens dans son garage à Santa Cruz en Californie. Ils sont là pour parler d'une innovation technologique qui est absolument phénoménale, c'est Internet. Et ce qui les préoccupe dans Internet, ce n'est pas la technologie en soi, c'est le fait que le gouvernement va pouvoir surveiller tous les faits et gestes des Américains grâce à cette technologie. Et on voit qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, on se pose les mêmes questions. Et donc ce groupe d'informaticiens est à l'origine d'une technologie qui est là pour protéger la vie privée, c'est la blockchain. Et donc la blockchain, c'est une technologie qui, par nature, est là pour permettre aux patients et aux citoyens de manière générale d'avoir plus de contrôle et de souveraineté sur leurs données personnelles. Donc c'est une technologie qui va pouvoir répondre à ce problème, de se dire on a une boîte noire, on fournit nos données personnelles, en échange on a un produit et un service, mais on ne sait pas ce qui se passe dans cette boîte noire. Et donc pour conclure, avec 3 messages principaux, comme vous l'avez demandé Nora, le monde de demain, je pense que le monde de demain, c'est un monde où on aura un accès aux soins qui est beaucoup plus fluide, qui est respectueux de la vie privée des patients. Et c'est peut-être aussi un monde où la définition du patient va évoluer, parce que ce ne sera plus forcément quelqu'un de malade, ce sera tout simplement quelqu'un qui veut optimiser son état de santé quel qu'il soit. Merci. Les autres, et de prendre un peu de recul sur notre expertise, sinon on n'y arrive pas. Mais je pense que c'est ça. Moi, j'aimerais qu'on ait réussi à débloquer la valeur de la donnée et qu'on ait réussi à changer notre manière de prendre les décisions. On croise les doigts. Merci Élise. Nicolas. Et donc moi, pour conclure, je dirais que notre ambition, notre souhait pour la santé,